Bonjour à tous, si vous appréciez ces rares chroniques de la Seconde Guerre mondiale, appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire ci-dessous en nous disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des opérations militaires les plus fascinantes et méconnues de la fin de la guerre, la bataille pour Vienne et l'effondrement final du front sud-est du Troisième Reich. Commençons. Le contexte stratégique de février 1945. Le soir du 17 février 1945, seulement 3 jours après que les dernières poches de résistance allemandes et hongroises furent écrasées à Budapest après un siège sanglant de 50 jours, le haut commandement soviétique, la Stavka, émit une directive monumentale qui allait façonner les derniers mois de la guerre en Europe. Les 2e et 3e fronts ukrainiens, commandés respectivement par les maréchaux Rodion Malinovski et Fyodor Tolbukhin, se virent confier un objectif stratégique majeur d'une importance capitale: anéantir définitivement le groupe d'armées sud-allemand commandé par le général Otto Wöhler, achever la libération complète de la Hongrie et s'emparer de Vienne, la capitale impériale autrichienne et porte d'entrée vers l'Europe centrale. L'offensive était initialement prévue pour le 15 mars, donnant aux commandants soviétiques près d'un mois pour préparer leurs forces, reconstituer leurs divisions épuisées par les combats de Budapest et accumuler les munitions et le carburant nécessaires. Cependant, le commandement allemand, bien qu'affaibli et acculé, préparait sa propre surprise, une opération audacieuse et désespérée qui allait bientôt forcer la direction soviétique à s'adapter en cours de route et à revoir complètement ses plans d'offensive. Cette surprise allemande témoignait de la détermination d'Hitler à poursuivre la guerre jusqu'au dernier homme, même lorsque la défaite était devenue inévitable. La découverte du redéploiement de la 6e armée blindée SSE fin février, alors que les tempêtes de neige balayaient encore les plaines hongroises, les services de renseignement soviétiques découvrirent une nouvelle stupéfiante qui allait secouer les plus hauts échelons du commandement. La 6e armée blindée SS, l'une des formations les plus redoutées de toute la Wehrmacht, avait été secrètement redéployée en Hongrie depuis le front occidental où elle combattait encore quelques semaines auparavant. Il s'agissait de la formation blindée d'élite du Troisième Reich, une force comprenant plus de 430 chars et canons d'assaut, dont les redoutables Tiger II et Panther, commandés par le général Sepp Dietrich, l'homme qui avait dirigé la garde personnelle d'Hitler, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, avant la guerre et qui était devenu l'un des commandants de blindés les plus expérimentés de l'armée allemande. Dietrich était un fidèle absolu du Führer, un homme qui avait combattu sur tous les fronts depuis la Pologne en 1939. Lorsque le maréchal Fyodor Tolbukhin, commandant du 3e front ukrainien, signala l'arrivée de l'armée de Dietrich à Moscou avec des rapports détaillés provenant de partisans et d'observations aériennes, l'état-major général refusa d'abord d'y croire, tant cette décision semblait irrationnelle du point de vue militaire. Personne, pas même les analystes les plus expérimentés de la Stavka, ne s'attendait à ce qu'avec l'armée rouge, positionnée à seulement 60 km de Berlin, menaçant directement le cœur du Reich, Hitler retire ses divisions blindées les plus élites du front occidental, où elles étaient désespérément nécessaires pour contenir l'avancée des alliés occidentaux, pour les lancer contre le front ukrainien au lieu de défendre le cœur de l'Allemagne et la capitale elle-même. La logique désespérée d'Hitler. Pourtant, il y avait une logique désespérée, presque obsessionnelle, derrière la décision d'Hitler. Une logique qui révélait sa compréhension profonde des réalités économiques de la guerre moderne. Début 1945, alors que le Reich se rétrécissait de jour en jour sous les coups de l'Est et de l'Ouest, les champs pétrolifères de l'ouest de la Hongrie, principalement situés dans la région de Nagy-Kanizsa et Zala, représentaient 80% des réserves de carburant restantes du Troisième Reich, une ressource absolument vitale pour maintenir ses armées en mouvement. Sans pétrole, les panzers ne pouvaient pas rouler, les Luftwaffe ne pouvaient pas voler et l'industrie de guerre allemande s'arrêterait complètement. Hitler était obsédé par la sécurisation de cette source vitale pour sa machine militaire qui consommait des milliers de tonnes de carburant chaque jour. Lors de conférences tendues avec ses généraux au bunker de la chancellerie à Berlin, il argumentait avec véhémence que si cette source était perdue, la guerre serait terminée en quelques semaines, peut-être même en quelques jours.
Le plan allemand, nommé Frühlingserwachen ou Réveil du printemps, un nom ironiquement poétique pour une opération militaire désespérée, consistait à lancer une contre-offensive dévastatrice depuis la région du lac Balaton, percer les lignes soviétiques avec la puissance de feu concentrée de la 6e armée blindée SS et repousser l'armée rouge au-delà du Danube, créant ainsi un espace défensif suffisant pour protéger les champs pétrolifères pendant plusieurs mois supplémentaires. L'opération Réveil du printemps commence. Le 6 mars 1945, à 4 heures du matin précise, alors que l'obscurité recouvrait encore les plaines hongroises brumeuses, l'opération allemande de Réveil du printemps se déclencha avec fracas sous un tonnerre d'artillerie qui résonna à des kilomètres à la ronde. La poussée principale fut lancée entre les lacs Balaton et Velence, une zone relativement étroite, mais qui offrait le meilleur terrain pour les opérations blindées, selon les planificateurs allemands. Cependant, dès les premières heures, les Allemands furent confrontés à une surprise stupéfiante qui déjoua complètement leurs calculs. Au lieu d'une retraite paniquée ou d'une défense désorganisée, comme ils l'espéraient, ils se heurtèrent à une défense soviétique d'une densité et d'une profondeur sans précédent, résultat d'une préparation méticuleuse basée sur les renseignements préalables. Tolbukhin avait eu le temps de préparer une défense en profondeur de 30 km, avec des lignes de tranchées, des champs de mines denses contenant plus de 35 000 mines anti-chars, des batteries anti-chars camouflées et des réserves mobiles positionnées stratégiquement pour contre-attaquer toute percée. Le premier jour, malgré leur supériorité technique et l'expérience de leurs équipages, les chars d'élite de Dietrich, sous un déluge de feu provenant de canons anti-chars, de katyushas et d'avions d'assaut Sturmovik, ne parvinrent à avancer que de quelques kilomètres au prix de pertes dévastatrices. Malgré des pertes massives qui atteignaient déjà plusieurs dizaines de chars détruits ou immobilisés, Hitler, depuis son bunker à Berlin, refusa catégoriquement d'annuler l'attaque, ordonnant à Dietrich de continuer à tout prix. La nature elle-même intervint également contre les Allemands. Un dégel soudain et précoce, inhabituel pour début mars, transforma les routes et les champs en rivières de boue épaisses et collantes. Les Panthers de 45 tonnes et les massifs Tiger de 60 tonnes, conçus pour les batailles sur terrain ferme, peinaient à se déplacer, s'enfonçant profondément dans le sol hongrois, gorgé d'eau et devenant des cibles pratiquement immobiles pour l'artillerie soviétique qui les pilonnait méthodiquement. La crise du 8 mars. Le 8 mars, après 3 jours de combats acharnés et sanglants, une réelle menace de percée émergea lorsque plusieurs divisions blindées SS parvinrent à créer une brèche de plusieurs kilomètres dans les défenses soviétiques près du village de Simontornia. C'est alors que Tolbukhin, démontrant son génie tactique, livra sa propre surprise tactique qui dérouta complètement les Allemands. Défiant la doctrine militaire standard soviétique qui préconisait des contre-attaques immédiates et massives pour colmater toute brèche, il refusa de lancer des contre-attaques précipitées qui auraient coûté des milliers de vies. Au lieu de cela, dans une décision audacieuse qui fut critiquée par certains de ses subordonnés mais qui s'avéra brillante, il misa tout sur une défense en profondeur nutritionnelle, laissant les Allemands s'épuiser contre des positions successives. Le cœur de ce mur défensif était constitué des nouveaux canons automoteurs Su-100, des chasseurs de chars puissants armés de canons de 100 mm, capables de détruire n'importe quel blindé allemand à moyenne distance. Soutenus par l'infanterie solidement retranchée et des batteries anti-chars de 57 et 76 mm placées sur chaque colline, elles dominaient complètement le champ de bataille. Les troupes soviétiques, motivées par la proximité de la victoire finale et bien approvisionnées, tinrent leur position avec une détermination féroce. Le 9 mars, après une évaluation complète de la situation, la Stavka à Moscou clarifia la prochaine étape de l'opération. Le troisième front ukrainien devait lancer son offensive sur Vienne dans la semaine, sans aucune pause opérationnelle pour reconstitution, profitant de l'épuisement allemand. La contre-offensive soviétique. Le 15 mars, après 9 jours de combats ininterrompus qui avaient coûté à la Wehrmacht près de 400 chars et véhicules blindés, détruits ou abandonnés, les Allemands étaient complètement épuisés.
à court de munitions et de carburant et forcé à une posture purement défensive. Il était temps pour la contre-offensive soviétique tant attendue. Cependant, le 16 mars au matin, le commandement soviétique ne s'attendait pas à un nouveau défi majeur venant des éléments naturels. Un brouillard épais et impénétrable, dense comme du coton, recouvrit tout le champ de bataille, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. L'artillerie ne pouvait pas viser avec précision ses objectifs et l'aviation était clouée au sol, les pilotes refusant de décoller dans ces conditions impossibles. Ce n'est qu'en fin de soirée, lorsque le brouillard commença enfin à se dissiper légèrement, qu'après une préparation d'artillerie acharnée d'une heure impliquant plus de 2000 canons qui pilonnèrent dès que les positions allemandes, que les troupes d'assaut avancèrent sur un front de 60 km. L'offensive faisait face à une pénurie critique de blindés, car de nombreux chars avaient été perdus ou endommagés durant la phase défensive. Tolbukhin demanda avec insistance la 6e armée blindée de la garde, une formation d'élite disposant de centaines de chars modernes, T-34-85 et IS-2, mais se vit initialement refusé par la Stavka qui voulait la conserver pour l'assaut sur Berlin. Il dut donc mener l'offensive principalement avec la 9e armée de la garde, une formation d'infanterie d'élite, mais qui ne possédait que 50 canons automoteurs légers, Su-76, une force insuffisante pour une opération de cette ampleur. De ces 50 véhicules, 12 furent perdus dès le premier jour de l'offensive, touchés par des Panzerfaust ou des mines. Reconnaissant rapidement son erreur de jugement et la gravité de la situation, Staline lui-même finit par intervenir et transférer les renforts blindés nécessaires, incluant 2 corps de chars supplémentaires. Dans la nuit du 21 mars, après 6 jours d'avancée continue et de combats acharnés, les forces soviétiques fermèrent presque complètement une poche d'encerclement autour de l'armée de Dietrich, près de la ville de Székesfehérvár, avec seulement 2 km et demi de corridor restant pour permettre une retraite. Bien que les Allemands, démontrant leurs compétences tactiques légendaires, parvinrent à se retirer in extremis à travers ce corridor étroit sous le feu constant de l'artillerie soviétique, ils abandonnèrent des centaines de véhicules, y compris des dizaines de chars pratiquement intacts, par manque total de carburant pour les remorquer. Le général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées et l'un des pères de la guerre blindée allemande, qualifia amèrement cette bataille de tombeau définitif des troupes blindées allemandes. La marche sur Vienne Hitler, dans un de ces accès de rage devenus fréquents, était furieux de cet échec catastrophique qui avait anéanti ses dernières réserves blindées mobiles, mais ordonna néanmoins à Dietrich de se replier en bon ordre et de défendre Vienne à tout prix, faisant de la capitale autrichienne la prochaine forteresse du Reich. La ville n'était pas seulement un symbole historique et politique de première importance, elle était aussi un arsenal vital pour l'effort de guerre allemand. Les usines autrichiennes, notamment les complexes industriels de Floridsdorf et Simmering, produisaient encore des centaines de chars, véhicules blindés et jusqu'à 750 avions par mois, principalement des chasseurs Messerschmitt Bf-109 et des chasseurs bombardiers FOW 190. C'était aussi géographiquement la porte d'entrée stratégique vers l'Europe centrale, la Tchécoslovaquie et potentiellement l'Allemagne du Sud. Le 2 avril, alors que les armées soviétiques se rapprochaient inexorablement de la ville, Hitler la déclara officiellement Festung Wien, zone de défense fortifiée, ce qui signifiait qu'elle devait être défendue jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière cartouche. Des tranchées profondes, des fossés antichars de plusieurs mètres de profondeur et de largeur, et des barricades massives construites avec des pavés, des tramways renversés et des décombres furent érigés à chaque entrée majeure de la ville. Une force imposante de 400 000 soldats soviétiques, appartenant aux 3e et 4e armées de choc, soutenus par 7000 canons de tout calibre et près de 1000 chars, se rapprocha méthodiquement de Vienne. Tolbukhin, après avoir étudié attentivement les cartes et les photographies aériennes, décida d'un mouvement en tenaille, classique mais efficace depuis le sud-est à travers Wiener Neustadt et le nord-ouest via Tulln et le Danube. L'assaut urbain. Le 5 avril, après une préparation d'artillerie de 2 heures qui secoua les fondations des bâtiments historiques,
L'assaut final de la ville commença sous un ciel gris et pluvieux. Les Allemands, bien que préparés, ne s'attendaient pas à l'agressivité pure et à l'efficacité redoutable des tactiques urbaines soviétiques perfectionnées lors des batailles de Stalingrad, Budapest et Berlin. Comme Tolbukhin, homme cultivé qui appréciait l'architecture et l'histoire, voulait préserver autant que possible l'architecture historique de la ville, patrimoine culturel européen, il minimisa délibérément l'utilisation de bombardiers lourds et d'artillerie de gros calibre contre les bâtiments du centre historique. Au lieu de cela, des groupes d'assaut spécialisés, des unités d'élite entraînées spécifiquement pour le combat urbain prirent la tête des opérations. Chaque soldat de ces unités portait non seulement son fusil automatique PPSH ou sa mitraillette, mais aussi un pied de biche pour forcer les portes, une pioche pour démolir les murs et une hache pour le combat rapproché. Ils combattirent à travers un labyrinthe complexe de rues étroites, de caves interconnectées et de bâtiments fortifiés, contournant souvent les points forts allemands en perçant méthodiquement les murs des bâtiments adjacents pour avancer sans s'exposer au feu des rues. Pour éviter le tir dévastateur des Panzerfaust allemands, armes anti-chars portatives redoutablement efficaces à courte distance, les chars soviétiques T-34 se déplaçaient strictement à 50 mètres derrière l'infanterie, ne s'approchant que pour détruire des positions fortifiées spécifiques. Le miracle au canal du Danube. Le 10 avril, après 5 jours de combats de rue épuisants et sanglants, l'armée rouge atteignit le canal du Danube, obstacle formidable de 50 mètres de large avec des murs de granit verticaux de 7 mètres de haut qui semblaient infranchissables. Les Allemands, confiants dans cet obstacle naturel, concentrèrent leur défense sur les ponts. Les Allemands furent complètement surpris lorsque les troupes soviétiques, démontrant une ingéniosité remarquable, utilisèrent les ruines de ponts détruits, des planches rapidement assemblées, des échelles et même des bateaux pneumatiques pour traverser l'eau glacée d'assaut sous un feu nourri de mitrailleuses et de mortiers. Le point culminant dramatique de la bataille fut le sauvetage héroïque du pont impérial Reichsbrücke, magnifique ouvrage d'art du XIXe siècle. Les nazis l'avaient soigneusement piégé avec des centaines de kilogrammes d'explosifs TNT, prêts à le faire sauter à la dernière seconde. Mais un groupe audacieux d'éclaireurs et d'ingénieurs soviétiques du 4e 23e régiment de sapeurs parvint à infiltrer les défenses allemandes et à atteindre le pont sous couvert d'un écran de fumée dense créé par des grenades fumigènes. Dans une opération qui dura près de 40 minutes sous le feu constant, ils coupèrent méthodiquement tous les fils de détonation, neutralisant ainsi le dispositif explosif. Cet exploit sauva non seulement le pont, permettant le passage rapide des forces blindées soviétiques, mais empêcha également une retraite ordonnée allemande au-delà du Danube qui aurait prolongé les combats. La libération finale. Dans l'après-midi du 13 avril 1945, après 9 jours de combats urbains intenses qui avaient transformé de nombreux quartiers en ruines fumantes, Vienne fut complètement libérée de l'occupation nazie. Le maréchal Tolbukhin, depuis son poste de commandement établi dans un hôtel particulier du 19e arrondissement, rapporta personnellement la victoire à Staline par téléphone sécurisé. C'était la 5e capitale européenne qu'il avait personnellement libérée au cours de sa brillante carrière militaire, après Sofia, Belgrade, Budapest et Bucarest. Pour l'Allemagne nazie agonisante, la perte de Vienne signifiait bien plus qu'une défaite militaire. Elle signifiait la perte définitive de son dernier pétrole accessible et de ses dernières grandes usines d'armement encore fonctionnelles. 2 semaines plus tard, le 27 avril, alors que Berlin était encerclé et que Hitler se terrait dans son bunker, la restauration de la République autrichienne fut solennellement proclamée, marquant la renaissance d'une nation libre après 7 années d'annexion forcée. La bataille de Vienne demeure un exemple remarquable de planification militaire et d'adaptation tactique dans les derniers jours d'un conflit mondial.